À toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traite d'un célèbre résultat de la théorie des ensembles. Je pense évidemment au théorème de Cantor-Bernstein. Alors que dit ce théorème? Eh bien, on prend E et F, deux ensembles, et on suppose qu'il existe une injection de E vers F et une injection de F vers E. Alors, on peut en conclure qu'il existe une bijection de E sur F. Alors, afin de démontrer ce théorème de Cantor-Bernstein, il nous faudra commencer par prouver le lemme de Knaster-Tarski. Alors, que dit ce lemme? Eh bien, soit E un ensemble, et soit F de l'ensemble des parties de E dans l'ensemble des parties de E, croissante, c'est-à-dire que pour tout AB des parties de E, eh bien A inclus dans B implique que F de A inclus dans F de B. Eh bien alors, F admet un point fixe, c'est-à-dire il existe grand M, une partie de grand E, telle que F de grand M égale à grand M. Alors je vous propose de commencer directement. Donc commençons par la démonstration du lemme. Alors, démonstration du lemme. Alors on va donc prendre soit E un ensemble, soit F une application de l'ensemble des parties de E dans l'ensemble des parties de E, donc qui est croissante. Alors pour rappel, croissante, ça veut dire que A inclus dans B implique que F de A inclus dans F de B, A et B étant des parties de E, bien entendu. Alors on prend l'ensemble. On prend l'ensemble, donc B, qui est l'ensemble des M parties de E, avec F de M inclus dans M. Cet ensemble, on le munit de la relation d'ordre inclusion. De la relation d'ordre, l'inclusion. Alors, tout d'abord, justifions que B est non vide, puis on en déduira l'existence d'une borne inférieure, donc qu'on appelle inf B, et une fois l'existence déduite, on posera grand N égale inf de B. Alors, tout d'abord, E appartient à B, car E appartient à l'ensemble des parties de E, et E inclus dans E, et comme F croissante, F de E inclus dans F de E, inclus dans E, évidemment. Donc B est non vide. Donc B non vide. De plus, il est minoré par l'ensemble vide. De plus, minoré par l'ensemble vide. Donc, B admet une borne inférieure. Borne inférieure. Et on pose donc grand N égale à l'inf de B. Donc, je vais quand même encadrer les résultats importants. B admet une borne inférieure. B est non vide. Voilà, ce sont les résultats importants. Alors maintenant, on va montrer que pour tout M appartenant à B, F de N est inclus dans F de M, qui est inclus dans grand M.
On en déduira alors que f de grand N minore B. Alors par définition de grand N, eh bien, pour tout thème appartenant à B, eh bien N inclus dans M. Donc, par croissance de F, on a donc F de N qui est inclus dans F de M. De plus, comme grand M appartient à B, bien on a F de M qui est inclus dans M. Et donc ainsi on a montré que pour tout M appartenant à B, F de grand N est inclus dans F de grand M qui est inclus dans grand M. Hop. Résultat important. Et en particulier, F de grand N minore B. Alors voilà, donc je vous propose de continuer. Alors, on va faire un petit 3. Alors bien entendu, ça pourrait faire l'objet d'un exercice guidé. Là, je fais la démonstration telle que je l'ai apprise, mais ça pourrait faire l'objet d'un exercice guidé niveau MPSI, MP. Bon, MPSI, MP2I, MP, et sinon licence aussi, également. Alors, continuons. Montrons que f de grand N est inclus dans grand N, puis que f de grand N est inclus dans f de N. Alors, d'après 2, eh bien, f de grand N est un minorant de B. Or, grand N égale 1 f de B est le plus grand des minorants de B. Des minorants de B. On a donc f de grand N inclus dans grand N. Alors, comme f de N inclus dans grand N, par croissance de f, on a f de grand N qui est inclus dans f de grand N. Alors, continuons. Maintenant, montrons que f de grand N appartient à B, puis que f de grand N égale à grand N. Ce qui terminera la démonstration du lemme de Knaster-Tarski. Alors, désolé pour la prononciation. Alors, par définition de B, pour rappel, donc pour rappel, grand B égale à l'ensemble des M partie de E, avec f de grand M inclus dans grand M. Et d'après ce qu'on a vu à la question 3,
Donc d'après 3, on a f de grand N qui appartient à B. Car f de grand N appartient à P de E et f de grand N est inclus dans f de grand N. Donc on a donc f de n appartient à B. Or, n grand N est un minorant de B. Donc, grand N inclus dans f de grand N. D'où, en utilisant 3, eh bien, rappelez-vous, c'était f de grand N inclus dans grand N. On a une double inclusion, et donc, double inclusion, ce qui nous donne donc f de grand N égale à grand N. Voilà, ça y est, on a démontré le lemme de Knaster-Tarski. On va pouvoir passer à la démonstration du très célèbre théorème de Cantor-Bernstein, qui est, pour rappel, alors, souvenez-vous, soit E et F, deux ensembles. Je vais quand même faire une barre ici. Soit E et F, deux ensembles. On suppose qu'il existe une injection de E vers F et une injection de F vers E. Alors, il existe une bijection de E sur F. Donc, on peut maintenant démontrer ce théorème. Alors, prenons. Ça aussi, ça pourrait être donné dans un sujet, hein, bien entendu. Soit F de E dans F et G de F dans E. Deux injections. Et maintenant, c'est pour ça que je dis que ça pourrait être donné dans un sujet, parce que il faut penser à le poser. On va prendre soit K dans l'ensemble des parties de E dans l'ensemble des parties de E qui sera défini par alors pour tout M appartenant à l'ensemble des parties de E, K de grand M égale à E privé ou moins, comme vous dites comme vous voulez en théorie ensembliste, hein. Je vais dire privé, E privé de G de grand F privé de F de grand M. Alors, effectivement, vous allez me dire, il faut y penser à poser cette application. Et c'est pour ça que je vous dis que ça pourrait faire un bon sujet. Alors maintenant, on va montrer que K est croissante. D'ailleurs, je vais la copier, coller tout de suite pour qu'on l'ait de l'autre côté. Quand je tournerai la page. Hop, copier, coller. Comme ça, on voit. Il faudra s'en souvenir au fur et à mesure. Alors, on va montrer que K est croissante pour l'inclusion. Et on en déduira que K a un point fixe que l'on notera à indice 0, par exemple. Alors, allons-y. Donc, soit, on va appeler ça le petit 5, soit un couple Mn partie de E, tel que M inclus dans N. Alors, on a F de M inclus dans F de N.
D'où grand F privé de F de grand N, eh bien on a l'inclusion réciproque, donc inclus dans grand F privé de F de grand M. Il s'ensuit que G de grand F privé de F de grand N est inclus. En fait, il faut s'amuser à inverser à chaque fois l'inclusion. Comme il y a le plus grand, si on prive du plus grand, et ainsi de suite. Enfin bref, je vous laisse imaginer et je vous laisse comprendre. N'hésitez pas à mettre pause. Donc, qui est inclus dans G de grand F de F de grand M. Puis, eh bien, grand E privé de G de grand F privé de F de grand M, qui est inclus dans E privé de G de grand F privé de F de grand N. Et ça veut dire quoi? Si on se rappelle la définition de K, ça veut dire que K, donc K de grand M, est inclus dans K de grand N. On a ainsi montré que K est croissante pour l'inclusion. Alors, K est croissante pour l'inclusion. Donc, d'après le lemme, d'après le lemme de Knaster-Tarski, d'après le lemme de Knaster-Tarski, eh bien, K admet au moins un point fixe. K admet au moins un point fixe. Alors, considérons désormais une nouvelle application, soit H, l'application définie sur E par H de X égale à F de X si X appartient à un indice 0, le fameux point fixe, et G-1 de X si X appartient à E privé de A indice 0. Alors, où, en fait, par abus, G-1 de X désigne l'éventuel, c'est-à-dire sous réserve d'existence, l'unique antécédent de X par G. Alors, montrons que l'application H est bien définie. Alors, pour ce faire, on prend un X appartenant à E. Oui, c'est une application, j'ai dit H, application définie sur E. Je ne l'ai pas noté. Donc, soit X appartenant à grand E. Alors, si X appartient à A indice 0, H de X égale à F de X. Donc, H est bien défini sur A0. Ok. Maintenant, si X appartient à E privé de A indice 0, alors par définition de A indice 0, pour rappel, c'est le point fixe de K, et bien par définition de A indice 0, on a, donc je vais mettre par def de A indice 0
on a A indice 0 qui est égal à E privé de G de F privé de F de A indice 0, ce qui est équivalent à G de grand F privé de F de A indice 0 égale à E privé de A0. Ainsi, X admet au point un antécédent par G, et celui-ci est unique par injectivité de G. Donc G-1 de X est bien défini. Donc finalement, on a H qui est bien défini. Alors maintenant, montrons que H est injective. Puis vous imaginez bien qu'on va montrer qu'elle est ensuite surjective. Comme ça, on aura H bijective et on aura démontré le théorème de Cantor-Bernstein. Alors montrons que H est injective. Alors avant de traiter la question, on va faire une remarque. Alors petite remarque. Soit X appartenant à E. On note B indice 0 égale à F de A indice 0. Si X appartient à A indice 0, alors H de X égale à F de X qui appartient à B indice 0. Et si X appartient à E privé de A indice 0, par définition de A0 et B0, B0, on a E privé de A indice 0 qui est égal à G de F privé de B indice 0. Donc, H de X appartient à F privé de B0. C'est bien ça, ouais. F privé de B0. Alors maintenant, prenons X, X' appartenant à E. Soit X, X' appartenant donc à E carré. Tel que H de X égale à H de X'. Alors la remarque précédente montre que X et X' appartiennent à A indice 0 ou X et X' appartiennent à E privé de A indice 0. Donc alors, si X et X' appartiennent à A indice 0, alors H de X égale à F de X et H', non pardon, pas H', H de X' égale à F de X'. Par injectivité de F, on en déduit X égale X'. Je note pas tout ce que je dis, c'est vrai, je suis désolé, mais sinon ça ferait trop long. Alors maintenant, si X et X', si X et X' appartiennent à E privé de A indice 0, alors comme E privé de A indice 0 égale à G de F
privé de B indice 0. Alors il existe U et U'. Il existe U et U' dans F. Oula. Dans F privé de B indice 0 unique. Unique par injectivité de G. Donc tel que X égale G de U et X' égale à G de U'. Alors comme H de X égale G-1 de G de U, bien c'est égal à U. Et de même, H de X' égale à U'. On en déduit U égale U'. Donc, puis, finalement, X égale X'. Donc, finalement, on a montré H injective. H injective. Il ne nous reste plus qu'à montrer la surjectivité et on aura terminé. Donc montrons désormais que H est surjective. Alors on va prendre un Y appartenant à grand F. Alors il y a deux cas. Alors si Y appartient à B indice 0 comme B indice 0, eh bien c'est égal à F de A indice 0. Y admet un antécédent par H. Y admet un antécédent par H. Et ensuite, si Y appartient à F privé de B indice 0, comme E privé de A indice 0 égale à G de F privé de B indice 0, eh bien Y admet aussi un antécédent par H. Finalement, on a démontré que H est injective. Est surjective, pardon. Oula. Donc H surjective. Donc finalement, on va quand même l'écrire. On a montré que H était injective et qu'elle était surjective. On a donc H bijective. Et ça termine la démonstration du théorème de Cantor-Bernstein. Alors, encore une fois, comme je vous l'ai dit, nous, on a fait des petites questions, on a répondu, etc. On a posé des applications qui semblaient parfois un peu farfelues, mais c'est des choses à savoir démontrer. Alors, par exemple, pour l'agrégation, ça peut être un développement à savoir faire très facilement. Mais pour un niveau MPSI, MP, effectivement, en exercice guidé, c'est très intéressant où ils vous aideront, ils poseront les applications, ils vous diront comment faire et ensuite ça se résout assez bien. Mais voilà, je voulais vous faire part de cette démonstration du théorème de Cantor-Bernstein qui utilise donc le lemme de Knestor-Tarski. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Et moi, je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite une bonne journée. Et à bientôt pour plus de mathématiques.